Voilà, donc nous avons exploré déjà deux possibilités de panne, une sur le circuit de puissance, une sur le circuit qui alimente le capteur, le circuit qui concerne le capteur. Et donc voilà, on a rayé le circuit de puissance qu'on avait vu, on va rayer aussi pareil le circuit du capteur, on va considérer que vous avez tout compris, hein. Même si ça avait été mal expliqué. Il nous reste un morceau assez copieux. C'est la partie qui concerne l'alimentation de la bobine du contacteur. D'accord. La liaison entre la sortie automate et la bobine du contacteur. Voilà, exactement. Alors nous allons regarder tout ça, parce que c'est assez complexe, mais c'est quand même accessible à l'entendement. Donc qu'est-ce qu'on cherche en fait? On va revenir un petit peu là-dedans. Donc on a vu que nous avions un circuit de puissance qui alimentait le moteur par l'intermédiaire de ce contacteur. On a vu qu'il y avait un capteur qui envoyait des informations ici. Le programme, donc lui, de l'automate, décide, quand ce capteur est alimenté, de fermer un interrupteur qui va envoyer du courant en 24 volts vers la bobine de ce contacteur. Et quand le courant va circuler dans cette bobine, eh bien, il va s'enclencher, permettre au courant du circuit de puissance de passer et de faire tourner le moteur. D'accord. Bon, il peut y avoir des pannes sur ce circuit 24 volts qui vient de l'automate finalement, enfin, qui vient pas de l'automate, qui passe par l'automate et qui alimente la bobine. Donc, bien. On va chercher ça sur le schéma électrique. On recherche le symbole d'une bobine qui s'appellera KM6. Alors c'est un petit losange. Alors voyez, voilà des bobines. On voit KM7, KM1, KM6. Oh, c'est du bol ça. Hein. C'est bien ça. Donc on va procéder exactement de la même manière. Cette bobine est alimentée par un courant électrique. On va voir par quel composant il circule. Très bien. On va remonter le fil du courant. Première panne possible, la bobine ne fonctionne pas. La bobine, c'est jamais qu'un électroaimant, c'est un bobinage qui crée un champ magnétique et pourrait être cassé. Donc bon, ce serait la première panne. Alors le courant provient du haut, là, passe par l'intermédiaire d'un contact du relais thermique que je vais vous montrer. Regardez, on va s'approcher ici. Donc voilà, le relais thermique est ici. Le contact est ici. Alors le contact serait ouvert si le relais thermique détectait disons une intensité trop importante vers le moteur. On pourrait le tester comme ça d'ailleurs, le relais thermique. Hein. On verra après. Ici nous avons une borne débrochable, comme on a déjà vu précédemment. La borne 1 du bornier 41. Ah, c'est ici qu'on passe à travers l'automate. Vous voyez que ça c'est à l'intérieur de l'automate. On voit qu'à l'intérieur de l'automate, il y a un petit contact qui peut se fermer par programmation qui s'appelle Q33. D'accord. Et on verra d'ailleurs si jamais ce contact est fermé, la diode 3 de la carte 3 s'allumer. Très bien. Ok, la carte haute 4 d'ailleurs, vous voyez ici. Donc on suppose que ce contact est fermé. On va remonter le fil du courant. Alors là, donc ça pourrait être une autre panne possible. Je vais marquer 3 et ici je vais marquer 2. Je peux même marquer 4 ici pour la borne débrochable s'il y a un petit plaisantin comme vous par exemple qui le débroche. Ici nous avons un contact KM7 qui devrait être fermé normalement. Alors on peut le contrôler visuellement. On va mettre que c'est la borne 5. Donc KM7, il faudrait qu'il soit fermé. S'il n'est pas fermé, il faudrait analyser pourquoi la bobine KM7 ici ne contient pas de courant. Hein. Okay. On ne va pas rentrer jusque-là. Hein. Ici, nous devrions avoir les contacts des modules de sécurité qui seraient fermés. Alors, ils sont fermés à quelles conditions? On va déjà les regarder. Regardez. Vous avez ici PRV1 et PRV2. On peut voir visuellement d'ailleurs si ces contacts sont fermés. Il suffirait par exemple pour que les contacts PRV1 soient fermés que les deux diodes soient allumées. C'est le cas. C'est le cas. Ici. Et ici aussi. Okay. Alors si elle n'était pas allumée, il y aurait deux raisons possibles. Alors celle-ci, je crois que le module de sécurité qui est ici surveille la fermeture de la porte. Il faudrait fermer la porte et appuyer sur le bouton réarmement. Et ça c'est pour les arrêts d'urgence, à moins que ce soit le contraire. Hein. Okay. Il faudrait remettre les arrêts d'urgence en position normale et réappuyer sur l'autre bouton réarmement. D'accord ? Donc on continue l'explication. Donc supposons que toutes les sécurités soient acquittées, on va retrouver ces modules, les contacts seraient fermés. Hein. Ici on remonte encore le fil du courant pour aller vers la gauche. Hein. Ici nous avons un contact de KM1, il faudrait aussi que KM1 soit donc enclenché, et ça on pourrait le vérifier visuellement tout simplement. Sinon il faudrait regarder pourquoi KM1 n'est pas enclenché. Regardez, on peut jeter un petit œil. On voit déjà que là, si KM1 n'est pas alimenté, il faudrait qu'il y ait de la pression d'air comprimée, etc. Puis remonter partout ici. D'accord, donc on va mettre 5, on va mettre 6. On va remonter encore le fil du courant, il faut que j'aille à page 2, colonne G. C'est le fil 36. Page 2, colonne G. Voilà ici. Fil 36. Donc vous avez un fusible FU4, alors je ne sais plus, ça doit être 6, hein, je ne sais plus où on en est. Alors là, nous attaquons un transformateur, donc nous serons sur du 24 volts, cette fois-ci alternatif, puisqu'un transformateur ne transforme pas la nature du courant. Très bien. Ce ne sera pas du courant continu. On voit que ce transformateur lui-même, alors je peux quand même mettre le neutre aussi, hein.
j'aurais dû le faire, le transformateur lui-même est alimenté par du 400 volts et il passe par un fusible FU1. On va mettre comme panne 7. Bon, c'est une panne qui en enclencherait beaucoup d'autres. On peut regarder que si FU1 était avait fondu, le transformateur n'alimenterait plus rien, en particulier l'automate. Donc là, ce serait une panne assez facile à trouver. D'accord ? Ok. On va quand même regarder un peu aussi les autres pannes possibles. On va peut-être un petit peu rentrer dans le détail ou pas. Alors, voyons voir un peu ce que tu m'as fait. Donc, je vais déjà regarder. Est-ce que là, le contacteur KM6 est enclenché? Je vois que non. Donc, je sais que le 24 volts, normalement, à moins que la bobine soit grillée, c'est possible, Oui. n'arrive pas sur la bobine. Est-ce que la bobine KM1 est activée? Oui. Donc, j'ai bien du 24 volts dans la machine. J'ai pas besoin de tester les fusibles. Très bien. Voilà. Et KM7 ici est pareil, très bien. Okay. Je regarde aussi que les modules de sécurité, on a vu qu'ils pouvaient être impliqués. Oui. Et bien là, on voit qu'il y a 2 diodes. Donc c'est alimenté. Donc a priori. Donc la panne se situe. Alors, donc normalement, je devrais avoir du 24 volts ici. J'en ai pas. Donc si je remonte. Ça peut être le relais thermique qui s'est enclenché, qui est déclenché, ou tu m'aurais peut-être débroché la borne 46, mais ça m'étonnerait, tu n'es pas si taquin. Ou alors la sortie de l'automate Q33 n'est pas fermée. Alors c'est ce qu'on va regarder tout de suite, c'est facile à vérifier. Donc on est sur le module haute 4. Est-ce que la diode 3 est allumée? Oui, on voit qu'elle est allumée. On voit pas bien ici, je pense à l'écran, mais elle est allumée. Donc cet interrupteur est fermé. Donc on peut supposer que la panne se situe quelque part par là. Alors je vais donc tout simplement avec mon voltmètre, je vais me mettre d'abord entre 1 et A2 de KM6. J'aurais pu aussi me mettre sur le bornier. Ici vous voyez que le neutre ici va sur le bornier à l'emplacement 68, mais autant être le plus près possible du composant. Donc là je vais regarder si j'ai 24 volts. Alors si j'ai pas 24 volts, je vais remonter 96, etc., 95, etc. Okay. D'accord, c'est parti. Alors on va déjà se mettre sur. Moi, je mets un petit peu de place. Voilà. Alors donc je vais me mettre sur 1 à 2. Ah bah là j'ai rien. J'ai rien. Donc je vais rester sur A2. Déjà je vais vérifier que j'ai du 24 volts, que mon voltmètre est bien calibré. Je me suis donc mis sur 24 volts alternatifs. Ah là ça fonctionne. Okay. Et je devrais avoir la même chose aussi sur KM1. D'accord. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Donc je vais rester pas sur la borne A2 de KM1, c'est le même, même potentiel que la borne A2 de KM6. Et je vais aller sur A1, j'ai rien, c'est normal. Rien. Donc je vais remonter, si on se souvient, sur la borne 96 de KM1. Et là. Ah d'accord. Alors qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, on va revenir sur le plan. Et donc, finalement, j'ai pas de 24 volts ici, mais j'ai du 24 volts ici. J'en déduis que le fil qui est ici est coupé. Tu n'aurais quand même pas coupé un fil? Non. Alors tu as débranché un fil. Voyons voir. Alors, ah bah oui, d'accord, petit coquin. On le voit. On le voit ici. On le voit. Très bien. Très bien. Je vais réparer la machine et puis voilà. On va faire une petite conclusion. 20 sur 20 pour le dépannage. Donc en conclusion, vous avez vu une méthode qui consiste à partir du schéma électrique à diagnostiquer une panne. Donc on a vu qu'on a procédé en 3 parties, disons le circuit alimentant les capteurs, le circuit de commande et le circuit de puissance. Très bien. Cette méthode, vous pouvez l'appliquer pour n'importe quel autre mouvement. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous demander de faire dans le TP que je vous distribuerai. Et vous pourrez le faire aussi sur n'importe quelle autre machine. Donc bon courage. Merci beaucoup pour cette explication.